Putain, on s'entend bien. Alors, Ah ouais, non, mais ça, c'est no fun, hein, parce qu'ils veulent kiffer la vibe. ouais, ils sont là, Ils posent leur flow. Ouais. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme tout tyran du bon goût qui se respecte, a dans ses tiroirs bien cachés derrière des œuvres respectables, quelques secrets inavouables, quelques mauvais films, disons-le, qui ont tout de même trouvé une place dans son petit cœur sensible, qui, comme on le sait, a ses raisons que la raison ignore. Ceci étant dit, je ne suis pas certain qu'un seul des augustes membres de la rédaction de nos ciné rangerait dans cette catégorie l'ineffable The Room de Tommy Wiseau, pire film de l'histoire du cinéma si on en croit la réputation que lui a bâti le web, où il est un réservoir inépuisable de mèmes. Le voilà qui franchit une nouvelle étape dans sa postérité en devenant le matériau inspirant la comédie The Disaster Artist de James Franco, dont on va causer avec 4 artistes du désastre réunis ici à l'antenne Paris. Lélo Jimmy Battista, salut Jimmy. Salut Thomas. David Honora, salut David. Oh hi Thomas. C'est superbe. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas Rozek. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 125 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. The Disaster Artist, donc c'est l'adaptation du livre du même nom de l'acteur Greg Sestero, l'un des artisans de The Room. Le livre et le film nous racontant comment ce projet a pu voir le jour dans la douleur, porté à bout de bras par le très étrange Tommy Wiseau, ici incarné par James Franco, entouré d'un cast rassemblant la fine fleur de ses copains, y compris son frère Dave Franco, son associé de toujours Seth Rogen, Harry Graynor, Charlie Knee, Bob Odenkirk et même Sharon Stone. Action! What line? What line? I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Okay. Action. Et le film est parsemé de dizaines de caméos allant de J.J. Abrams à Tommy Wiseau lui-même. Ce Disaster Artist, qu'en avez-vous pensé, chers amis? Tiens, Perrine, c'est toi qui vas ouvrir le bal. Ah, c'est moi qui Ouais, ouvre ouais, les hostilités en fait. Tu t'y colles. Comme ça, tu peux aller reprendre un ibuprofène après. Parce merci. que Perrine est malade. Je Ouais. le tiens à préciser. Désolée, mais vous avez de la chance, ça ne se transmet pas par le micro, Par les ouais, je crois. Non, je vais ouvrir le bal des hostilités. Je pense, c'est un film qui a eu quand même une très très bonne réputation en festival. Il a d'abord été montré en festival. Tout le monde s'est mis à en parler d'un seul coup. Oh là là, c'est extraordinaire ce que fait James Franco. James Franco a quand même réalisé plusieurs films. On appelle ça comme on veut, en ce qui le concerne. Des adaptations de Faulkner, il avait fait aussi Intérieur Laser Bar, ce genre de film. Et là, d'un seul coup, on dit, ah là, il a masteré la réalisation, il a masteré son sujet en adaptant l'histoire du pire film de l'humanité, du monde, j'en sais rien, enfin, à ce qui paraît. Et je ne suis absolument pas du tout d'accord avec ce principe-là. Je pense que, comme d'habitude, je trouve plus son nom, chez James Franco, alors ça c'est mon point de vue en tout cas sur lui, j'ai l'impression que je vois tout le long un type qui se fout de moi, mais qui se fout de moi comme il se fout de Tommy Wiseau, comme il se fout de Greg Sestero, comme il se fout de tout ça en fait. Au bout d'un moment, je ne vois qu'une espèce d'énorme moquerie permanente. Là où on parle d'hommage, on parle même de films un peu émotionnels qui rendraient compte de ces gens qui essayent de rejoindre Hollywood, qui essayent de réussir dans le milieu du 7e art américain. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun hommage là-dedans. Je trouve ça même presque déplacé de sa part, d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui me dérange profondément dedans, où tous ces A-list acteurs passent leur temps à se moquer de gens qui ne sont pas arrivés à leur niveau. Et moi, j'étais très dérangée par ça. Et j'étais très dérangée tout le long de l'interprétation, parce que pour moi, il n'interprète jamais. Il n'interprète pas ni le livre, ni le film. Il ne fait que l'imiter, le moquer, le parodier, grand maximum. Ce qui est presque le plus intéressant, c'est à un moment donné où il fait les comparatifs de scènes entre les scènes de The Room et les scènes qu'il rejoue. C'est presque le truc le plus intéressant, parce qu'on se dit, oh bah tiens, oui, ils ont bien compris le timing et ils savent bien imiter. Point. Le reste du film, c'est un mauvais sketch du SNL qui dure trop longtemps, en fait, selon moi. Pas mal, ok, on est bien, on est sur de bonnes bases. David? Moi justement, alors cette séquence d'imitation qui arrive à la toute fin du film, en fait, alors, si vous voulez vraiment voir tout le film, il faut rester jusqu'au bout du générique et voir même des séquences post-génériques, ce que je n'ai pas fait, donc j'ai loupé. Je crois Stéphane et peut-être Jimmy ont vu la scène post-générique. Bref,
on en reparlera Jimmy après. est sorti au bout de 10 minutes. Mais et donc il est là pour en parler. En fait, ouais, à la fin du film, donc avant le générique, il y a une comparaison de séquences du film refaites, et dont certaines ne sont même pas dans le film. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est même raté dans l'imitation. Donc, ce qui pour moi était à ce moment-là de la projection, pour moi, était possiblement un des objectifs, une des recherches de Franco, parce que moi, j'ai passé tout le film à me demander qu'est-ce qu'il avait voulu raconter et qu'est-ce qu'il avait trouvé comme angle dans ce sujet. À la base, moi, c'était un sujet qui m'excitait beaucoup parce que je trouve le concept intéressant, en fait, qui repose même sur des sur des mythes un peu anciens. On peut rapprocher presque de l'histoire de l'empereur nu et en fait de la relativité du regard et de comment en fait le spectateur en société peut modifier sa manière d'appréhender quelque chose, et que d'un coup quelque chose qui est nul, à partir du moment où on considère que c'est le truc le plus nul, ça devient en soi génial. Enfin, il y a un certain nombre de thématiques qui étaient intéressantes. Et en fait, je trouve que le film passe son temps à s'égarer et à passer à côté de son sujet pour au final n'en avoir aucun. Il y a un truc qui m'a un peu intéressé, et presque peut-être que je redonnerai une chance au film dans quelques temps. Et avec peut-être un peu plus de recul, c'est en fait James Franco donc se donne le rôle principal et a donné à son frère le rôle de Greg Sestero. Et du coup, il y a un truc dans cette relation entre frères et entre à la fois des aspirations respectives de vouloir conquérir Hollywood, et en même temps de comment ils se considèrent mutuellement. Il y a peut-être quelque chose là-dedans, quelque chose de personnel, mais qui est tellement enfoui sur effectivement des simagrées, peut-être un regard un peu condescendant qui par exemple est même porté par la séquence d'ouverture du film, qui me paraît complètement absurde, où on voit en fait des personnalités d'Hollywood parler du film en disant que c'est incroyable de faire un film nul à ce point-là, et donc c'est important. Et cette manière d'introduire le sujet, pour moi, déjà le film se casse la gueule parce que devient presque un argument de soirée hollywoodienne ou de dîner, plutôt que quelque chose, un film à la Ed Wood. Qui avait plein de potentiel sur qu'est-ce que c'est qu'être un artiste, qu'est-ce que c'est que réussir, qu'est-ce que c'est que vouer toute sa vie dans un projet artistique, et voilà, et le film passe à côté de ça. Jimmy, ça c'est le dîner de con comme tu dis, mais sauf que ça serait un dîner de con où à la fin Francis Huster et Thierry Lhermitte pissent sur Jacques Villeray et prennent un selfie, quoi. Enfin, c'est vraiment moi ce film, je rejoins absolument Perrine là-dessus. Je trouvais ça même plus que nul, c'est abject, quoi. C'est genre condescendant, et le truc c'est qu'en fait même si je vais rentrer dans les détails, mais même dès le départ en tant qu'adaptation c'est déjà pas bon, parce que moi j'ai vu le film The Room plusieurs fois, j'ai lu le bouquin Disaster Artist quand il est sorti aux US, et en fait le problème c'est que même déjà l'adaptation du bouquin elle est déjà ratée, parce que tout ce qu'il y a de bien dans le bouquin n'est pas du tout dans le film, quoi. C'est-à-dire tous les trucs les plus mystérieux, un peu bizarres sur Tommy Wiseau, sur le fait que même dans ces moments absurdes, involontairement drôles, il est extrêmement chelou. Il y a la première scène du livre qui n'est pas dans le film pour le coup. Il reconduit Sestero chez lui pour rejoindre sa copine, etc. Et il conduit très lentement, en klaxonnant très longtemps. C'est hyper chelou, et tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Puis dans le livre, il y a t'as l'impression que Sestero, tout au long du livre, en le lisant, t'as l'impression que c'est un appel à l'aide qui fait genre mais sortez-moi de là, je suis prisonnier de ce culte foireux et j'ai envie de faire autre chose. Et en fait déjà là tu te dis ça, tu retrouves pas ça. Et dans la première, on va dire 80% du film, donc la reconstitution du livre, c'est déjà pas terrible. Et en plus, il y a un côté dans la musique, on sent quand même qu'il va déjà devenir un peu condescendant, parce que il y a Rhythm of the Night, donc tu penses forcément au sketch de... C'est quoi le problème avec cette chanson ? Elle est magnifique, cette chanson. Elle est très bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pense directement au sketch d'Alain de Grève dans Les Guignols, et on se dit mais c'est quoi ce délire ? Et après plus loin, il y a... Alors je pense qu'il n'y a pas pensé lui. Oui, non, je pense c'est clair. Pour nous, c'est hyper chaud. On sait pas. Non, mais il y a un côté, il y a un côté lol facile, quoi. Pareil, au moment où ils arrivent pour tourner la première séquence du film, il y a Epic de Face No More, qui est utilisé de manière hyper abusée. Bon, après, encore jusque-là, c'est juste une mauvaise adaptation, un truc, et avec des moments un peu drôles quand même. Moi, je trouve que Seth Rogen, il est quand même, s'il faut prendre un truc positif, c'est qu'il est vraiment très bon, parce qu'il a vraiment ce truc de mec
complètement atterré, mais en même temps un peu amusé par ce qui se passe. Il joue le script du film. Et par contre, la scène vraiment, le gros malaise, c'est la projection à la fin, qui est une espèce. Il a essayé de faire une espèce de condensé de toutes les réactions du film en 10 minutes, quoi. C'est-à-dire qu'au début, tous les gens sont consternés, puis petit à petit, les gens rigolent, et ça devient culte, etc., etc. Mais sauf que, ce qu'il arrive à faire, pour moi, c'est un truc un peu abominable, de montrer. Moi, j'ai un truc une histoire perso qui me vient en tête. mais moi, j'ai grandi dans un village, dans une petite ville de 5000 habitants dans l'est de la France. Saint-Loup-sur-Semouse, pour pas la citer. Saint-Loup-sur-Semouse, j'adore ce nom. Et en fait, il y a plusieurs communes qui se touchent. Il y a une commune qui s'appelle Corbonnet, qui est à côté. Et entre les deux, à la frontière des deux, il y avait un mec qui s'appelle le Gros François, qu'on appelle Gros François, qui se mettait là tous les soirs entre 18 et 19h et qui se masturbait. Et en gros, c'était un truc local et c'est visuel. C'était un truc local, c'est-à-dire qu'en fait, on trouvait ça abominable, mais génial. C'était entre nous, quoi. C'était le patelin. Quand on passait en bagnole, on klaxonnait, salut François, c'était vraiment genre, voilà, il y avait un truc. Et puis en fait, un jour, il y a M6 qui a fait un sujet là-dessus. Et du coup, c'est plus du tout devenu drôle d'un coup. C'est-à-dire que, ok, ce truc qui était un peu folklore local, trashos, sordide, était devenu d'un coup une affaire nationale et tout le monde se moquait de ce pauvre mec. Et qui quand même, faut quand même noter qu'il se masturbait même les jours de pluie. Et en fait, c'était vraiment, on s'est dit, mais waouh. Et en fait, aujourd'hui, je ressens ça. C'est-à-dire que moi, j'aime vraiment les nanars, mais dans les nanars, ce qui est bien, c'est que tu ressens, même dans les plus mauvais films, et il y a bien pire que Tommy Wiseau, Bernard Launois, Jean-Marie Palardy, tous ces mecs-là, on ressent une espèce d'amour qu'ils ont pour le cinéma. Alors là, tu dis pas de mal de Black Cobra. Ah, mais voilà. Tu dis pas de mal de Vivre pour survivre. Ça suffit maintenant. Là. Vivre pour survivre, c'est génial. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ressent. Il n'y arrive pas, mais on ressent Whitefire. Whitefire, c'est ça. On ressent un amour foiré, mais pour le cinéma quand même. C'est ça le truc. Et là, un peu comme l'amour qu'avait le Gros François, pour sa la ville frontière qui voulait submerger de sperme. Et oh là là. J'ai pas réussi à finir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu ressens vraiment pas d'amour pour le personnage, pour Tommy Wiseau. On ressent vraiment une espèce de truc de gamin qui pointe du doigt un souffre-douleur, quoi. Et c'est ça qui est dégueulasse, c'est que qui fait que je déteste le film. Voilà. D'accord, ok. C'est très bien cette anecdote, je m'en remettrai pas. Perrine, tu voulais rajouter quelque chose avant que Stéphane tente de défendre le film? Juste pour rajouter sur ce que tu venais de dire, sur le fait qu'on sent pas d'amour pour Tommy Wiseau, ou ne serait-ce que de la compassion pour lui. C'est anecdotique, mais quand même ce qui s'est passé au Golden Globe, quand il est sur scène et que l'autre... Ok, d'accord, c'est son moment à James Franco de parler, l'autre n'a pas à parler, mais la façon dont il le repousse et la sortie de scène sont d'une violence vis-à-vis du mec. Moi, Tommy Wiseau, je l'aime pas, je le trouve vraiment bizarre, vraiment sincèrement, comme tu disais, je trouve qu'il a quelque chose de vraiment chelou. Et dans le film, au lieu qu'on, je sais pas comment dire, qu'on mette en avant cette étrangeté, à aucun moment il le fait. Il le prend ça comme quelque chose dont on doit rire. Mais moi, je trouve pas ça si drôle. Il est vraiment flippant, ce type. Donc, et à aucun moment on joue là-dessus, en fait. Et c'est quand même assez. Donc oui, non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il l'aime pas et il le juge totalement. C'est vraiment gênant. En fait. C'est ça que cette scène des Golden Globes, c'est vraiment ça a donné lieu à un gif. Tout le monde l'a partagé. J'ai même trouvé ça bizarre parce que c'était vraiment hyper malaise, quoi. Il le repousse vraiment. C'est violent. C'est vraiment assez. C'est un gros stop. Assez atroce. Stéphane. Comment passer après une si belle histoire? Je sais que c'est difficile inscrite dans l'enfance de Jimmy Battista, quoi, que je ne voyais pas comme ça. J'en ai plein d'autres, mais je les garde pour des films qui correspondront. Je serai là. Tu préviens quand on fait une, je viens. Alors, c'est pas tant que j'ai envie de défendre le film, en fait, entre guillemets, sur ce truc. Moi, je veux un peu recontextualiser quand même, parce qu'en fait, on a finalement pas tant parlé que ça de Tommy Wiseau. On a parlé des Dudes, on a parlé de comment dire, de la scène, et je voulais en parler effectivement, de la scène de l'avant-première qui n'est pas dans le livre, si je dis pas de bêtises. C'est ça, en fait, il en parle vite fait, mais il y a pas du tout. Enfin, c'est une scène inventée, vraiment. Voilà, c'est ça. Et inventée, et oui et non, en fait. C'est-à-dire que, oui, elle est inventée, mais en fait, en même temps, elle est censée être représentative de quelque chose justement qui est pour moi lié à Tommy Wiseau. Le culte autour du film, il s'est fait sur Internet et aussi sur le comment dire. Le fait que le film s'est fait connaître parce que tu as eu un panneau comme ça pendant des années sur Sunset Boulevard, en fait, qui a été payé par Tommy Wiseau lui-même.
qui se voyait. Enfin, il faut quand même expliquer ce que Tommy Wiseau voulait vraiment faire. En fait, pour les gens qui connaissent pas forcément en écoutant l'émission, c'est un acteur raté avec son ami Greg Sestero. C'est 2 acteurs ratés qui décident en fait d'un seul coup de se dire que Hollywood leur ferme leurs portes et ils vont faire leur grand chef-d'œuvre en fait et ils vont montrer à Hollywood. Et leur façon, en tout cas à Tommy Wiseau, d'aborder le grand chef-d'œuvre en fait, c'est d'essayer de copier tous les chefs-d'œuvre qu'il a vus. Alors après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces films-là, mais il refait James Dean, il refait voilà. Et en fait, il y a comment dire, le mec est persuadé de présenter à la face du monde. Le soir où il présente le film, alors ça s'est probablement pas exactement passé comme ça, mais il est persuadé de présenter à la face du monde un très très grand film qui va être accepté comme tel, quoi. Et évidemment, enfin, avec ce qui s'est passé sur Internet, avec la façon dont tous les magazines culturels de Los Angeles ont récupéré le truc à l'époque, se sont posé des questions sur qu'est-ce que c'était que ce panneau géant avec une espèce de comment dire, de type très bizarre qui ressemblait à un vampire, comme dit Perrine, qui fait peur, quoi, vraiment. Quand tu regardes cette affiche, si tu sais pas ce que c'est The Room, aujourd'hui évidemment ça évoque Tommy Wiseau, mais si tu sais pas ce que c'est The Room, tu as l'impression que c'est un film de vampire. Enfin, c'est un Jean Rollin, quoi. Tu vois, tout Z, tout plus, pourri, quoi. Il a quand même sa tronche un peu bizarre. Voilà, c'est ça. ça. Se demander ce que c'est, quoi. Et le truc, en fait, c'est que alors comme vous l'avez tous dit, hein, c'est au final la question quand tu regardes le film, c'est de quoi ça parle ce film, quoi. Et le problème, c'est que pour moi, ce dont le film parle, c'est littéralement la seule chose dans laquelle il pouvait pas se projeter, ni lui, James Franco, ni Dave Franco, son frère, qui est cette histoire d'amitié justement entre Greg Sestero et Tommy Wiseau, parce qu'en fait, tout simplement, c'est la seule chose qu'ils n'ont littéralement pas vécu dans leur en abordant ce sujet-là. Les affres en fait de la création, être persuadé que tu fais un grand film comme c'est le cas par exemple d'Ed et comment dire et que finalement il fait un truc pas possible et tout le monde le lui dit et il se démonte pas, etc. C'est même pas, enfin ça aurait pu être ça le film The Disaster Artist, mais c'est pas ça, parce que le problème c'est qu'en fait lui-même Tommy Wiseau s'est démonté vis-à-vis de son propre film. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, et c'est là où moi je trouve que la scène même si elle est extrêmement condensée et à mon avis il n'a pas accepté aussi facilement en fait l'échec, on va dire, entre guillemets. Le revirement, il s'est fait au bout d'un moment, je pense. Il a fait genre oui, mais en fait, c'est un truc drôle, c'est super. Voilà, ça s'est fait très très rapidement dans le cadre du film, alors que ça a pris, je pense, quelques années. Et justement, le culte sur YouTube et tous les extraits condensés. Voilà. Le truc, c'est que oui, je veux dire, The Room, c'est un film qui est très difficile à regarder parce que c'est un film qui est vraiment naze, quoi. Vraiment. Les gens qui l'ont pas vu, moi, je leur conseille de regarder sur YouTube. Il y a des montages de 8 minutes. Ça suffit, parce que quand tu te tapes le film en entier en voyant ces extraits-là, c'est infernal, quoi. Et je pense effectivement que le type n'a pas de talent, et n'a même pas vraiment en fait ce que par exemple Burton fait ressortir dans Ed Wood, qui est la passion. C'est-à-dire que tout le principe de Burton sur Ed Wood, c'est de dire en gros, vous m'aimez moi en tant que cinéaste, vous avez aimé les films que j'ai faits, mais finalement je suis à 2 doigts d'être ce type que vous n'avez pas aimé. Et lui-même se pose des questions donc sur lui en questionnant la réputation d'Ed Wood. Et le truc que je veux dire, c'est que je pense que James Franco, ça lui a même pas traversé l'esprit en fait. Il y a une logique de hype, il y a une logique le sentiment, et c'est malheureux hein, quelque part, parce que moi je trouve pas que ce soit un mauvais film en fait. Je pense même pas qu'il moque le type en fait. Je pense vraiment que chez Franco il y avait une logique d'exercice de style pour lui, c'est-à-dire je vais imiter je vais ça c'est clair, parce que incarner ce mec sur la scène finale, la scène de générique où il compare bien, c'est qu'on sent qu'il a vraiment une envie de montrer que oui, il a bien imité son truc. Je vais incarner ce mec. Le seul moment où je rajoute vraiment ce que je ressens vis-à-vis du personnage, c'est ce moment très spécifique où dans la qui pour moi la scène de malaise, c'est la seule scène où je ressens vraiment quelque chose quand je regarde le film, c'est la scène de l'avant-première, c'est-à-dire qu'ils sont en train de regarder le film, ils sont tous en train de se poiler comme des bossus, et l'autre il comprend pas, il se dit mais il devrait adorer ce grand film que j'ai fait, et le fait de faire ce revirement aussi rapide, et moi je trouve très mal géré en termes scénaristiques, c'est juste une manière de dire, d'incorporer en fait la réaction des gens autour du film, en fait, si tu veux, sur les 10-15 années qui se sont écoulées. C'est une synthèse de toutes les réactions en 5 exactement minutes. Et le truc, si tu veux, c'est que ça, il est là le point de vue pour moi de Franco. Et quand vous parlez du moment où il rejette le type sur scène, moi ce que j'aimerais préciser peut-être sur Tommy Wiseau, c'est que le problème de Tommy Wiseau, c'est que c'est pas une question de passion, c'est une question de reconnaissance. Et justement, en fait, déjà, ce n'est pas la sienne de reconnaissance ce soir-là, c'est Franco qui a gagné son Golden Globe. Il l'invite sur scène, ok.
Et le type fait ce qu'il fait, c'est-à-dire il fait son attention whore, quoi, sa media whore qu'il a toujours fait depuis 15 ans, Tommy Wiseau, autant qu'il peut, quoi. Tu vois. Donc le truc, si tu veux, c'est que moi, ça me paraît pas. Je pense que le rejet, si tu veux, il me paraît pas si honteux vis-à-vis de ça. En fait, le seul truc que je retiens là-dedans, c'est le type qui dit non, tu vas pas prendre le. Non, c'est pas à toi de parler, en gros, tout simplement. Ne crois pas que c'est à toi de parler. Et le problème, et le truc que je veux dire par rapport à ça, c'est que là, c'est symptomatique, effectivement, de la façon dont le film est abordé. Parce que le problème que j'ai, moi, vis-à-vis de ça, c'est que on aurait dû se poser les questions de pourquoi ce type était persuadé de faire un chef-d'œuvre alors qu'il est en train de faire la pire bouse au monde, quoi. Et ça aurait été intéressant. Oui, de toute façon, dans le bouquin, quand tu lis, il y a 10 000 pistes pour faire un super film. Mais même dans le film, en fait, quand tu le regardes, le film, au final, c'est ça le truc que je veux dire. Et le truc moi, je pense que ça aurait dû être ça. Et ça aurait dû questionner ce truc-là. Mais par exemple, alors vous avez pas vu la scène finale qui est après le générique. C'est vraiment un truc tout con. Et en fait, c'est la scène de Tommy Wiseau. Qui ne joue pas Tommy Wiseau, qui joue en gros face à James Franco en Tommy Wiseau, et qui joue un personnage, je crois qu'il s'appelle Bob ou une connerie comme ça, dans une soirée. Et en gros, c'est juste une petite boutade en fait sur sur ce Bob en question. Enfin, c'est peut-être pas ça le nom, je sais plus comment il s'appelle, qui vient et qui se dit qui parle avec Tommy Wiseau de Franco, et qui se dit il est vraiment bizarre ce mec en fait. Donc c'est vraiment une espèce de truc tongue chic et tout, quoi. Et en fait, ils l'ont coupé du film à la base. C'est-à-dire que c'est une scène, ils ne savaient pas trop quoi en faire, ils ne savaient pas où la foutre, ils l'ont coupé du film. Et comme Tommy Wiseau, peu importe la qualité de la scène, peu importe que c'est une logique narrative, c'est pas lui qui va savoir reconnaître ça, hein, on est tous d'accord, je pense, tu vois, a fait jouer son contrat et a dit non, vous allez la remettre dans le film. Et parce que c'est contractuellement, j'ai besoin d'être dans ce film, en gros. Et c'est ça le truc de Tommy Wiseau. Là, ça évoque vraiment ce qu'est Tommy Wiseau, et ça évoque aussi la façon dont Franco n'a pas réussi, à mon avis, tout simplement à se dire je vais me faire chier, même si c'est un type qui peut être imbuvable, et je pense que c'est un mec imbuvable, je parle de Wiseau en l'occurrence, même si si je fais un film sur sa vie, je vais passer des soirées entières avec ce type pour essayer de comprendre. Et je pense qu'en fait, il a lâché l'affaire au bout de... Ça va être compliqué aussi parce que il y a un docu qui est bloqué par Wiseau depuis des mois et des années, Room Full of Spoon, je crois que ça s'appelle. Et c'est vraiment un docu apparemment où vraiment un docu un docu sur le fait qui enquête vraiment sur Wiseau, qui essaie vraiment qu'est-ce qui est ce mec. Et ça il le bloque parce que c'est ce qui est dans le film en fait, c'est-à-dire que en gros les mecs quand il dit tu viens d'où, il dit je viens de Nouvelle-Orléans, alors qu'apparemment on sait que le mec il vient d'Europe de l'Est ou un truc comme ça. Ça c'est un truc où il joue avec il joue avec le mystère. Bon, on sait pas quel âge il a, mais on sait qu'il a à peu près 60 balais. Enfin, tu vois, c'est des trucs, c'est un peu des mystères de Polichinelle parce que le type en fait, si tu veux, il a eu ce truc en fait, si tu veux, qu'il a cette reconnaissance par défaut. Tu vois, qui fait que si on veut trouver des choses sur lui, même si on veut pas forcément les exposer à la face publique, ou qui veut bloquer un documentaire parce qu'il a le droit à l'image ou j'en sais rien, ça se sait en fait. Donc c'est des trucs où je pense que ça fait partie un peu de l'aspect complètement baisé de la tête du personnage, mais du vrai bonhomme. Mais le truc c'est que après je pense que c'est ça qui est dommage en fait, c'est que je pense que ça aurait été un vrai truc dans la folie d'un personnage. Il y a un moment, je vais juste terminer sur ça, il y a un moment en fait où le film, je sais pas si c'est dans le bouquin parce que j'ai pas lu le bouquin en l'occurrence, mais il y a une actrice qui joue une actrice dans le film qui dit à un moment donné autour de la table, elle dit vous savez de quoi ça parle ce film, vous avez compris de quoi ça parle, The Room. Et le truc c'est que les mecs lui disent non, à ton avis c'est quoi, et il dit je pense que c'est une histoire qui est arrivée à Tommy Wiseau, je pense que il s'est fait tromper par cette nana, etc. Et il y a tout ce truc où elle évoque une théorie et tu te dis mais j'aurais aimé que ça soit ça le film, moi j'aurais aimé que le film m'explique la véritable histoire derrière The Room en fait, c'est-à-dire pas l'histoire d'amitié qui est finalement en fait assez basique en fait, parce que bon il y en a un qui est un peu taré et l'autre qui a qui a des délires de grandeur et l'autre qui a juste l'espoir de réussir un peu dans sa vie. À mon avis t'en as 140 millions des histoires comme ça à Los Angeles, donc le truc c'est que disons que c'est pas, moi je trouve que c'est pas trouvé ça un film désagréable à regarder, j'ai trouvé un film où le mec ne savait absolument pas ce qu'il voulait raconter avec ce film-là, à part raconter cette histoire-là, c'est-à-dire dire c'est un petit culte, ça existe. Moi, je suis James Franco, j'ai fait des plus gros films, donc je le présente et je voulais raconter cette histoire-là, mais il n'y a pas d'angle en fait. Curieux d'avoir l'avis de gens. Bon, le film n'est pas encore sorti, il va sortir là, mais je serais curieux d'avoir l'avis de gens qui connaissent rien du tout au background, quoi, et qui du coup vont apprendre ça brut, quoi. Perrine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, j'entendis ce que disait Stéphane. C'est vrai que le film que tu racontes, l'idée
Tommy Wiseau, cet homme qui, finalement, je pense pas qu'il ait une vraie passion du cinéma, puisque ça, c'était plus un moyen pour lui de se faire connaître, de ce désir de reconnaissance qu'il a besoin, à travers lequel il vit, en fait. Et c'est ce film-là, moi, comme tu dis, que j'aurais aimé voir, qui n'existe pas, mais que j'aurais aimé voir. Finalement, dans le film, parce qu'on dit Tommy Wiseau, c'est le personnage principal. C'est pas vrai, en fait. Le personnage principal du film, c'est Greg Sestero. C'est Dave Franco qui nous rentre dans le film. C'est lui qu'on suit, c'est son parcours qu'on suit. Et finalement, c'était ce film-là aussi qui m'intéressait. Je trouve que finalement, la figure de Tommy Wiseau vient tout parasiter parce qu'elle devient un espèce de comic relief permanent et comment dire. Mais moi, je pense sous cet angle-là, justement. Sous cet angle-là, je pense justement, c'est-à-dire que pour moi, le film sur Sestero m'intéresse pas parce que justement, c'est un mec à peu près normal. Bah oui, mais moi, il m'intéressait un tout petit peu plus quand même parce que j'aimais bien cette idée de cet homme qui veut absolument réussir, qui a des rêves de grandeur, mais qui en même temps se rend compte de la folie de quelqu'un d'autre et aussi se rend compte de son propre finalement niveau. C'est le seul à être conscient de ce qu'il est en fait. Et c'est là où il est, moi je trouve, plus intéressant que tout en fait. Et on passe à côté dans le film. Dans le bouquin, en fait, il y a beaucoup ça en fait, c'est-à-dire il comprend au fur et à mesure de son aventure que il est déjà en train de se faire piéger, que finalement il est peut-être pas si bon que ça. Enfin, il y a vraiment un truc. Et je trouve que c'est vraiment en pointillé dans le film. À des moments, justement, quand il comprend qu'il se fait piéger, qu'il est pris, enfin, il essaie de sauver les autres, mais lui, il comprend que c'est fini pour lui. Et je trouve que ça m'intéresse dans le film, sauf que tout est phagocyté par James Franco qui joue Tommy Wiseau, qui joue à être un type hyper chiant. Et d'ailleurs, il y a un truc à côté duquel passe le film et qui aurait pu vraiment être très intéressant, c'est que justement, James Franco et dans une moindre mesure son frère incarne exactement le Hollywood contre lequel se rebellaient Tommy Wiseau et Greg Sestero. C'est-à-dire que c'est un jeune acteur belle gueule qui a eu énormément de succès très tôt, presque sans rien faire, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il se fait repérer dans Freaks and Geeks et on repère dès le début que ça va être une star. Il s'est fait connaître un peu plus auprès du grand public d'ailleurs en jouant James Dean dans un biopic, ce qui rattache à la fascination de Wiseau. Et d'ailleurs, je crois que son frère aussi a joué James Dean récemment, parce qu'en plus ils ont Dave Franco, dans Life. Oui, c'est possible. Oui. Je dis peut-être une connerie, c'est possible. Vérifier. Je ne l'ai pas vu là. Non, alors je confonds avec quelqu'un. C'est pas lui. Donc on oublie. C'est pas lui. C'est John C. Reilly, vous n'avez rien à voir. et du coup, enfin bref, ce que je veux dire, c'est que ils incarnent exactement finalement le Hollywood qui réussit. L'establishment en fait, un peu. Ouais, et surtout qui réussit sans effort et même on peut mettre en question le talent. C'est-à-dire que du point de vue du personnage de Tommy Wiseau qui se dit pourquoi pas moi, des gens comme James Franco alimentent la question. C'est-à-dire, c'est quand même un acteur plutôt talentueux, hein, James Franco. En fait, faut pas. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est. Mais réécrivez pas l'histoire, les mecs. Le mec, il a fait des Sam Raimi déjà. Bon, voilà. Point barre. Ce que je veux dire, c'est. Mauvaise foi absolue. Ce que je veux dire, c'est dans l'esprit dérangé d'un mec comme Tommy Wiseau, on peut se dire qu'est-ce qu'il a de plus finalement. Et ce truc, je pense que Franco n'a pas eu le pas de recul nécessaire pour l'utiliser en fait, et pour se dire finalement qu'est-ce que j'ai vraiment de plus que le type dont j'essaye de raconter l'histoire. Ce que disait Steph par rapport à Ed Wood et Burton, justement, il manque cette réflexion et même cet amour du cinéma. Voilà, est-ce que James Franco lui l'a? Écoute, on lui posera la question. Un peu plus que Tommy Wiseau quand même. Merde, faut pas déconner. Que ce soit plus que pour Tommy. Non mais il faut peut-être pas non plus charger la mule. Arrêtez. On dira pas de mal. On dit pas. Non mais Dave Franco, je veux bien que vous lui tapiez dessus. C'est vrai qu'il est pas terrible comme acteur, mais James Franco, ça va quoi. C'est pas. Non mais ça va, il y a pire quoi. Je veux dire. Il y a pire, mais il y a mieux. Non mais d'accord. Super. Alors bon, merci l'argumentaire. On va faire des t-shirts avec cette. Moi je trouve, par exemple, James Franco, je trouvais super. Mais vraiment, je déconne pas en plus. Je trouve que c'est le cœur de Spider-Man 3. Hein. C'est vraiment le personnage, son arc, il est magnifique en fait, je trouve. En tant qu'acteur, mais en tant que cinéaste.
Oh bah ça, je sais pas, je tu m'en vois, c'est fous. ça. C'est quand même le réalisateur du depuis film. tout à l'heure. Ah, mais moi je vous parle de l'acteur. Mais mais non, c'est le mais c'est ça dont on parle. C'est le réalisateur du film. Ouais, bah si, son premier film là, il était plutôt pas mal là. J'ai déjà oublié le nom et j'ai déjà oublié le film. Mais... Bah, tout est dit. Voilà, tout est dit. Non. C'est bien, ok, on n'ira pas plus loin. Avant de se quitter, on va faire comme d'habitude une petite volée de recommandations dans le registre qui vous siera. On peut rester dans un univers proche de Disaster Artist ou de The Room, mais c'est pas non plus totalement obligé. Je crois qu'on a perdu Perrine qui est décédée On va la réanimer pour sa reco entre tout à deux l'heure. trucs. On va lui laisser 5 minutes tant qu'elle reprend son souffle. Stéphane, tiens, tu vas commencer. Bah déjà, moi j'aimerais bien voir un film, c'est le film sur le gros, comment il s'appelle, le gros Tony, non, le gros François. le gros François. Là, j'espère que Batista va passer à la réalisation et nous faire ce film. Quoi. Il s'appelle François Unchained. François Unchained, Unleashed. Voilà. Je sais pas si je sais pas si je vais réussir à tenir ce pari que je me lance à moi-même. Ouais. Ok. C'est voilà. quoi ce pari, Stéphane? C'est puisque en fait tu me reproches à chaque fois de pas avoir de reco en Ouais. fait voilà, ce qui est pas vrai hein, puisque j'ai fait à peu près 145 émissions. Je pense que si tout le monde les réécoute, tout le monde verra que j'ai une reco à chaque fois. Voilà, donc mauvaise foi absolue. Mais avant chaque enregistrement, Plus tu me dis celles qui j'ai sont pas de jamais- reco. Ah ouais, voilà. Plus celles qui sont jamais sorties. Plus celles que j'ai jamais faites. faites, voilà. Et ouais, puis en plus c'est ça, il y a des émissions qu'on a tournées qu'on n'a pas faites. Donc voilà. Donc alors comme je te disais, voilà, j'ai essayé de me tenir à cette idée-là. Donc tu sais. Dans mon métier d'artiste comme ça, de critique en fait de films comme ça, je m'étais juré, je m'étais juré de ne jamais, d'artiste du désastre. Ouais. Je m'étais juré de jamais dire de mal de Clint Eastwood et c'est Ouais. pas ce qu'on a fait. Nos ciné m'a contraint et forcé à dire du mal de Clint Eastwood, t'as contraint et forcé. Je suis désolé. c'est Et ta nos faute. ciné. Et nos ciné. Bon, d'accord. à dire du mal de 15h17 qui est un très grand film voilà. en vérité voilà. Donc, Finalement, voilà. Et, tu changes d'avis. et je me fouette devant l'hôtel de Clint Eastwood tous les jours depuis quoi. Donc je veux L'hôtel qui est chez toi. impérativement exactement l'affiche de l'épreuve de force et je me dis attends il faut que je rattrape cette histoire là donc j'essaye de trouver un Clint Eastwood à chaque fois maintenant je vais essayer je sais pas si je vais y arriver je vais essayer de trouver un Clint Eastwood à chaque fois qui est lié au sujet en question. Ok. Et donc Clint Eastwood a fait un biopic sur un réalisateur aussi, qui pour lui n'était pas trop un mauvais réalisateur, ça va, c'était pas Tommy Wiseau. Et c'est un biopic avec un vrai point de vue pour le coup, vraiment, qui s'appelle Chasseur blanc cœur noir. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas vraiment un biopic. En fait, c'était un film sur John Huston, sur le tournage d'African Queen, qui était obsédé à l'idée de non pas de tourner son film pour le coup, mais d'aller partir à la chasse aux éléphants, quoi. Et c'est Eastwood qui joue le rôle de Houston. Ils ont changé le nom du personnage. Oui, il s'appelle pas Houston. Non, il s'appelle plus Houston dans le film. J'ai oublié. Pardonne-moi, Clint. J'ai oublié comment tu t'appelles dans le film. Désolé, Clint. Voilà. Et c'est un très très beau film sur l'obsession et et c'est un film qui rattrape, j'espère. Le mal que j'ai pu dire sur 15h17. Non, Chasseur blanc cœur noir, un très beau film de Clint Eastwood qui est sorti en 1990, qui a été présenté à l'époque à Cannes. Ok, on a réussi à passer de Tommy Wiseau à John Huston. C'est quand même pas mal. David. Moi, je me suis un peu creusé la tête pour trouver autre chose qu'Ed Wood, effectivement, en partant de Disaster Artist. Et en fait, je voudrais recommander un film français de Xavier Giannoli qui s'appelle Marguerite, qui est sorti il y a 3-4 ans, peut-être 3 ans. 3 ans. Avec Catherine Fro dans le rôle principal et qui est sur un sujet très, très similaire. Et qui a eu aussi une version américaine avec Meryl Streep, je crois, Oui. entre-temps. Et donc, en fait, c'est l'histoire d'une riche aristocrate qui en fait, se rêve cantatrice, mais n'a absolument aucun talent pour le chant. a une voix catastrophique. Mais comme elle est très riche, ce qui est un peu aussi le cas de Tommy Wiseau, en fait, réussit à faire venir des gens pour l'écouter et va jusqu'à faire une représentation dans une salle de théâtre, etc. Et en fait, je trouve que d'une part, le regard, pour le coup, porté par Giannoli sur son personnage convient. Et répond à pas mal des questions qu'on s'est posées là pendant l'émission sur comment traiter un artiste raté qui, malgré tout, il croit plus que tout. Et par ailleurs, le film, par des idées de mise en scène, raconte pas mal de choses sur la force de la représentation et le fait que, à partir du moment, même quelqu'un qui n'a aucun talent est mis dans certaines conditions et sur scène, possiblement quelque chose de magique, de transcendant peut se passer. Et voilà, je trouve que c'est un très beau film. Perrine.
Moi, je reviendrai sur un film que vous avez déjà évoqué dans l'émission, mais c'est lié au fait que Tommy Wiseau est un personnage qui est carrément détestable. En tout cas, il est dépeint comme quelqu'un de vraiment détestable dans le film, dans le livre, enfin partout, quoi. Et je trouve que le film, à part s'en moquer, il fait pas grand-chose. Mais un film récent qui, pour le coup, part d'un personnage qui est quand même relativement détestable aussi, c'est Moi, Tonya. Ouais. Moi, Tonya, donc cette patineuse qui est quand même quelqu'un de profondément désagréable. Tonya Harding, profondément désagréable comme personne, dans le film du moins. Et je trouve que le film, au lieu de se moquer d'elle, ou en tout cas d'essayer de s'intéresser plus qu'aux faits divers ou à ça, il en profite pour une fois aussi d'avoir un point de vue. C'est-à-dire, au lieu de faire du gossip sur oh là là, est-ce qu'elle a pété les genoux ou pas de Nancy Kerrigan, elle s'intéresse plutôt à ce portrait de l'Amérique, d'une certaine Amérique, que le pays veut pas reconnaître, les pecnos, les rednecks, on veut pas reconnaître, qu'on veut pas mettre en avant, comme si on fermait les yeux sur une grande partie de son pays. Et là, d'un seul coup, le film ne dit pas qu'elle est mieux que la moyenne parce qu'elle est redneck ou quoi que ce soit. Il dit juste, elle a du talent et il faut aussi lui reconnaître. Et l'Amérique a tendance à fermer les yeux sur ce qu'elle ne refuse de voir parce que c'est pas assez joli pour l'image. Et ça, pour le coup, je trouve qu'en termes de biopic d'un personnage profondément désagréable, eh bien, on est quand même un cran largement au-dessus de Disaster Artist. Donc je le recommande. Moi, ça sera aussi un biopic qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a sur une personne également assez désagréable, c'est Morrissey, le chanteur des Smiths. Donc c'est England Is Mine. En fait, c'est un film qui s'est fait défoncer par la critique. Je sais pas pourquoi, parce que je suis allé le voir un peu à reculons, en n'y croyant pas une seconde. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Enfin, il y a vraiment. Après, c'est très lent. Et un parti pris aussi assez violent. C'est en fait que on parle pas du tout des Smiths, c'est-à-dire que c'est vraiment avant. Ça s'arrête en fait la dernière scène sans spoiler, puisque on la voit sur le truc, c'est qu'il sonne à la porte de Johnny Marr pour faire la première répétition. Le guitariste des Smiths. Voilà. Et donc et en fait tout ce qu'il y a avant c'est juste un ado qui s'emmerde dans sa chambre et qui est comme pas mal, on a peut-être pu l'être aussi tous à divers du degrés. Côté de Saint-Loup-sur-Semouse par exemple. Enfin nous on a de quoi s'amuser, mais c'est vrai, on a vu ça, ouais. mais en gros il a ce mélange qu'ont pas mal d'ados qui est à la fois une espèce à la fois un sentiment de supériorité, de se croire meilleur que tout le monde, et en même temps d'avoir un peu peur de tout le monde aussi en même temps, quoi, de pas vouloir aller vers les autres. Et je trouvais ça assez réussi. Et il y a un rôle qui est hyper réussi, celui de Billy Duffy, le futur guitariste de The Cult, qui est dedans, et ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est un film qui est très réussi. Sinon, je voudrais aussi recommander un deuxième truc, mais très en vitesse, qui n'a aucun rapport. C'est Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico, qui sort là en ce moment, et qu'il faut aller voir parce que c'est vraiment super. Donc si vous êtes devant le cinéma et que vous hésitez entre Disaster Artist, allez plutôt voir ça, en fait. Allez plutôt voir les Garçons Sauvages. Excellent, très bien. Je précise au passage, on en a beaucoup parlé du livre The Disaster Artist, qu'il est sorti en version française, si vous ne voulez pas lire qui est sorti en janvier. C'est Carlotta, il y a une traduction. Ma vie, ça s'appelle comment ? Ma vie dans The Room, le pire film de l'histoire du cinéma, ou quelque chose comme ça. Dans les griffes de l'hyperespace de le cinéma. Le cinéma. C'est pas très malin d'avoir changé le truc, parce que vu que le film sort comme ça. Mais il s'appelle quand même The Disaster Artist, mais il est sous-titré comme ça. C'est ça que je voulais dire, Stéphane. Excuse-moi, Stéphane. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Quentin à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Merci à Saint-Loup sur Semouse pour les belles histoires. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.